Salam alaikum, Azul Fellaoun. Bonsoir. Cette semaine, trois sujets, trois regards sur l'Algérie d'aujourd'hui. La Harga qui continue de vider les rêves d'une partie de sa jeunesse, le documentaire consacré au MAC et aux tentatives présumées de déstabilisation du processus électoral. Et enfin, la mémoire du 20 août de l'offensive du Nord constantinois au congrès de la Soumam, qui nous renvoie au fondement même du projet national. Trois dossiers différents en apparence, mais qui posent au fond une même question. Quelle Algérie avons-nous construite et quelle Algérie voulons-nous transmettre aux générations futures? La Harga compte partir devient un horizon. La réunion du ministre de l'Intérieur et des Transports a remis la Harga et la migration irrégulière au centre du débat. Malgré les dispositifs de contrôle, les opérations de lutte contre les réseaux et les mesures prises par les autorités, les départs clandestins continuent. Alors pourquoi? Parce qu'une réponse essentiellement sécuritaire ne peut probablement pas à elle seule répondre à un phénomène qui est aussi social, économique, psychologique et politique. Derrière chaque départ, il y a un jeune qui prend un risque immense. Il y a parfois le chômage, le sentiment de blocage, l'absence de perspective, mais aussi une aspiration à une vie meilleure. Et lorsque certains jeunes, on arrive à considérer la mer comme une possibilité d'avenir, quitte à y perdre la vie. C'est une question qui dépasse largement celle du contrôle des frontières. Que dit la Harga de l'état d'esprit d'une partie de la jeunesse algérienne? Et surtout, que pouvons-nous lui proposer comme alternative crédible? À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la question mérite d'être posée autrement. Comment redonner envie de rester, de construire, d'entreprendre et de croire en son propre pays? Autre sujet, le documentaire consacré aux tentatives présumées de faire échouer les dernières élections législatives et du rôle attribué au MAC. Au-delà des révélations présentées dans ce documentaire, plusieurs interrogations demeurent. Pourquoi maintenant? Pourquoi après les élections? Quel objectif aurait été visé? Pourquoi avoir choisi le format documentaire pour porter ces accusations à la connaissance du public? Et surtout, quelle place pour le débat politique et contradictoire lorsqu'il s'agit d'une affaire aussi sensible? Cette affaire intervient également dans un contexte marqué par une faible participation électorale, ce qui pose une question essentielle, au-delà du récit du complot. Que nous dit cette séquence sur la confiance des citoyens dans les constitutions, dans les élections et dans la capacité de la politique à répondre à leurs préoccupations? Car une démocratie ne se résume pas à organiser un scrutin, elle repose aussi sur la confiance, la transparence, le débat et la possibilité pour les citoyens de comprendre les enjeux qui engagent leur avenir. Et puis, il y a le 20 août, 1955, avec les offensives du Nord constantinois, le 20 août 1956, avec le congrès de la Soumam, deux dates qui appartiennent à l'histoire de la Révolution, mais dont les débats résonnent encore dans l'Algérie d'aujourd'hui. Que reste-t-il de l'esprit de la Soumam? La primauté du politique sur le militaire, principe historique ou question toujours actuelle? La primauté de l'intérieur sur l'extérieur? Quel sens peut-elle encore avoir dans une Algérie confrontée à de nouveaux défis régionaux et internationaux? 70 ans après la Soumam, la mémoire de la Révolution continue d'occuper une place centrale dans le discours politique. Mais au-delà des commémorations et des références historiques, une question demeure. Quelles leçons sommes-nous réellement capables de tirer de cette histoire? Car honorer la mémoire des anciens ne consiste pas seulement à regarder vers le passé. C'est aussi se demander ce que nous faisons du pays qu'ils ont voulu libérer. Une même question, trois réalités. Finalement, la Harga, le débat autour du MAC et des élections, et la mémoire du 20 août ont un point commun. Ils nous ramènent tous à la question du rapport entre le citoyen, l'État et l'avenir du pays. Et surtout, quelle Algérie avons-nous construite? Quelle Algérie vivons-nous aujourd'hui? Et quelle Algérie voulons-nous laisser à ceux qui arrivent demain? C'est toute la question et c'est précisément ce que nous allons réviser dans cette rétro-info de la semaine, juste après cette petite intro.
Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi. J'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Ah, on vous entend pas, Hamid, hein? J'ai dit bonsoir, c'est Nasser, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde. Oh, le background. Merci, merci Hamid Lellou. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et merci de vous avoir dans cette émission. Vous l'avez aperçu aussi, Gamal Abina est avec nous, spécialiste des relations internationales, mais aussi analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci Gamal, merci beaucoup. Vous l'avez aperçu aussi, Lias Jubaili, ingénieur économiste, mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis la France via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation, bien sûr. Mes salutations à vos invités, Hamid Lellou et Gamil Nabina, et sans oublier, bien sûr, l'équipe El Maghrebia qui assure la couverture. Merci beaucoup, Lies. Merci à Peksaha. Merci à tous nos invités. Et bien sûr, on va revenir sur toutes les questions et les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Et vous l'avez vu dans cette petite introduction, on a parlé du phénomène de la harga, puisqu'il y a eu une réunion du ministre de l'Intérieur pour faire face donc à ce phénomène qui a pris de l'ampleur, bien sûr, ces derniers mois, ces dernières années en Algérie, et faire la guerre donc aux passeurs. Mais aussi, on va revenir sur le documentaire qui a mis en exergue la responsabilité du MAC, entre guillemets, et aussi des citoyens marocains qui ont été arrêtés d'après le documentaire, le complot et les interrogations autour des législatives dernières du 2 juillet dernier. Donc, et on terminera l'émission avec bien sûr le double anniversaire du 20 août 1955, 20 août 1956, le congrès de la Soumam, et 70 ans après, bien sûr, la réalité que vit notre pays. On va regarder d'abord ces images avant de donner la parole à nos invités compte tenu du documentaire. On va commencer la question donc, de ce documentaire sur le MAC, l'implication du MAC d'après ce documentaire et des citoyens marocains qui complotaient au moment des élections législatives en Algérie. On a pointé du doigt la région de Tizi Ouzou, mais aussi la région de Bdjaya. On regarde ces images et on revient à nos invités juste après. De notre rendez-vous, un film documentaire diffusé samedi soir par la télévision publique algérienne a révélé les détails d'un grave complot terroriste. Ce dernier viserait à perturber le bon déroulement des élections législatives qui se sont tenues le 2 juillet dernier. Le plan était orchestré par un groupe criminel composé de 6 individus affiliés à l'organisation terroriste MAC, dont 4 ressortissants marocains résidant illégalement dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans le nord du pays. Le documentaire intitulé L'organisation terroriste MAC, un nouvel échec de son agenda subversif, a diffusé les aveux confondants des personnes impliquées. Ces dernières recevaient leurs ordres et instructions directement depuis la France via des dirigeants de cette entité terroriste. À leur tête, Farhat Ma'ani. L'objectif recherché était d'impacter le taux de participation électorale en Kabylie en relayant sur les réseaux sociaux des appels subversifs au boycott du scrutin législatif. Voilà, donc dans ce reportage de Al24, mais on va aussi regarder d'autres images. Le groupe est financé par le Marzen, d'après bien sûr les rapports qui ont été établis par les médias algériens. On regarde ces images et je reviens juste après. Le film documentaire a révélé dans la foulée les rouages
du double jeu du Merzen, qui est allé jusqu'à abriter sur son territoire des cellules criminelles affiliées à l'organisation terroriste MAC. Les aveux de personnes impliquées du réseau criminel lié à cette organisation confirmaient que le régime du Merzen fournissait un soutien financier et logistique afin de faciliter le passage clandestin des militants de l'organisation terroriste en provenance d'Algérie vers l'Europe via la ville de Melilla sous souveraineté espagnole, et ce dans le cadre de plans visant à porter atteinte à l'unité nationale de l'Algérie. Voilà, donc bien sûr, il y a eu la presse qui a relié bien sûr ces informations. La pièce qui a parlé, un documentaire révèle le plan criminel du mouvement terroriste MAC visant à perturber les élections législatives. Le soir d'Algérie, les révélations d'un nouveau complot contre l'Algérie, derrière le MAC, toujours le Maroc, donc attitré le soir d'Algérie. Algérie 24, législative du 2 juillet. Le documentaire revient sur un projet du MAC visant à perturber le scrutin en Kabylie. Et ce titre du matin d'Algérie, MAC contre le pouvoir, ressuscite l'ennemi intérieur. Donc attitré le matin d'Algérie. Hamid Lellou, je vais commencer cette émission avec vous, si c'est possible. Donc, on a vu ces images, bien sûr, on en a débattu cette semaine par rapport à cette question. Et bien sûr, la question qui s'impose, pourquoi maintenant? Pourquoi donc ce reportage et pourquoi maintenant, alors que les élections législatives se déroulaient donc le 2 juillet passé? Les élections législatives ont été marquées par cette abstention, on va dire, et un pourcentage de participation le plus bas. Historiquement, on parle de 20, quelque chose. Quelle est votre analyse? Tout d'abord, j'aimerais commencer par une formule. Je vais emprunter une partie de cette formule à Coluche. Et je dirais que le MAC, c'est comme le racisme, ça ne devrait pas exister. Et je me désole d'ailleurs d'entendre sur vos plateaux certains des militants que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, dont je ne doute pas de leur sincérité quand ils disent que le MAC devrait avoir la chance et l'opportunité de s'exprimer au nom de la démocratie. Une démocratie qui va diviser mon pays, j'en veux pas. Voilà, je vais commencer avec ça. Le MAC, d'un autre côté, c'est aussi le résultat direct des différentes politiques de ségrégation, des différentes politiques de division, des différentes politiques anti-peuple qui ont été appliquées depuis l'indépendance, et on a fait croire que les Kabyles étaient différents, que c'était des rebelles, que c'était des gens qu'il faudra contrôler, qu'il faudra faire ceci, cela. Donc la cause réelle, justement, quand il y a des problèmes sociétaux aussi profonds, il faut regarder les racines des causes, aller au-delà des causes, regarder les racines pour pouvoir identifier le problème et par conséquent s'attaquer à ces racines pour trouver des solutions durables au lieu de faire des colmatages et de trouver des solutions de rafistolage parce qu'on a envie de soigner les séquelles au lieu de soigner le mal lui-même. Le timing, pourquoi maintenant? Si on avait un système politique ouvert, transparent, on ne serait pas là à débattre et à spéculer sur des choses parce que nous ne recevons pas l'information. C'est pas à nous, c'est à ce régime de police politique de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il communique aujourd'hui, quel est le but derrière ces messages. Quand vous envoyez un message, il y a un contenu, mais il y a un receveur. C'est qui l'audience? À qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse au public algérien ou est-ce qu'il s'adresse au public extérieur? Maintenant, vous faites la relation avec les élections. Bon, mais en même temps, vous dites les élections, ça fait un moment que c'est arrivé, et donc pourquoi aujourd'hui? Moi, je dirais que ce n'est pas nécessairement une question d'élection, parce que ce régime, il n'a que faire des élections.
que vous participiez ou pas, ça ne changera rien du tout. Mais certainement, il y a des choses qui se passent et ils veulent adresser des messages à d'autres acteurs. Au peuple algérien, je ne pense pas, mais allez savoir. Ça restera un mystère ou peut-être quelque chose qui se trame derrière les coulisses et ils veulent trouver un bouc émissaire. Peut-être que cela va augurer de quelque chose. Encore une fois, en tant qu'analyste, vous ne pouvez pas le savoir, sauf si vous avez accès à l'information. Et comme l'information est très bien filtrée et manipulée, la vraie information, je parle, ça, c'est pas évident de dire pourquoi. Mais long story short, comme on dit, moi, le MAC, ça ne devrait pas exister. Et la raison pour laquelle il existe, c'est qu'il n'y a pas ce contrat social, justement, entre le peuple et ce régime qui s'impose de facto comme un régime qui gère le pays. Très bien. Reste avec nous, Hamid. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, souvent, on a entendu du côté, bien sûr, des autorités, des responsables algériens, la question des complots qui visent notre pays. Avant de vous donner la parole, on va passer cette petite vidéo donc, qui parle que l'Algérie, bien sûr, est ciblée par ces complots. On regarde. نعم فيه اضطرابات فيه مشاكل فيه اختلالات رئيس الجمهورية في كل مرة يوجه انتقادات قطاعية ويقيل وزراء وولات واحنا كنا في البرلمان في العهدة السابقة لعبنا دور في هذا المجال في أننا نجعل من المسؤول أنه يتحمل مسؤوليته لكن هذا ليس مبرر علمي أو موضوعي أنه يخليك أنك ترتمي في أحضان هذه الأجندات اللي كان يتكلم عليها الأستاذ رضوان اللي تريد أنه تركع الجزائر وأنها تلوي ذراع الجزائر في مواقفها السياسية الاقتصادية الدبلوماسية شفت بعض الكتابات وبعض الأشخاص يقولوا الجزائر ما زالها تتبنى مواقف في السبعينات والستينات ما هي المواقف التي الآن نتمسك بها؟ القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية القضيتان العادلتان لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. مطلوب منا عند هؤلاء أننا نتخلى عنهم حتى يقال على الجزائر أنها تواكب هذه الموضة التي هي موضة التطبيع مع الكيان الصهيوني. في هذه النقطة هل اليوم الجزائر تدفع جزء من مواقفها الثابتة؟ مش تدفع فاتورة تدفع فاتورة مواقفها الثابتة تجاه هذه القضايا العادلة. أنا قلتها معك في أكثر من مرة. ضغط كبير على الجزائر ضغط رهيب على الجزائر حتى تعدل وحتى تراجع مواقفها في القضية الفلسطينية في القضية الصحراوية. Voilà, désolé, Gamal Abina, cette vidéo donc, est en arabe, mais est-ce que l'Algérie est visée par rapport donc, à cause de ses positions, comme l'a expliqué cet ancien député, il y a des complots contre l'Algérie, il y a une pression énorme, d'après donc ses dires, contre l'Algérie. Et bien sûr, est-ce que le peuple algérien doit croire à tous ces complots ou bien au contraire, comme ça a été expliqué par l'article du Matin d'Algérie, que je cite, il fallait bien un coupable, alors on ressort de vieilles ficelles. Après les élections, le pouvoir algérien exhibe désormais un plan criminel attribué au MAC, une vieille recette politique, transformer l'adversaire en menace existentielle pour éviter de parler du désintérêt des citoyens pour les urnes. Qu'importe l'impact, pourvu que l'enfumage brouille un temps le discernement des citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina? Bon, déjà, le Matin, c'est pas mon journal préféré, hein, parce que donc, en matière de complot, ils sont pas mal aussi, donc je ne tiens même pas compte de cette remarque un peu ridicule. On pourrait dire qu'effectivement, l'État pourrait essayer de détourner l'attention sur des élections qui n'ont pas été extrêmement courues. Le problème, c'est que ça n'a aucun intérêt de le faire. Pourquoi il le ferait? Les élections sont passées, vous l'avez souligné vous-même, et de dire qu'on cherche un ennemi imaginaire, là c'est le Matin tout craché, hein, mais ça ne m'étonne pas, ils sont un peu opposants. Non, c'est pas vrai. Il y a de vrais ennemis qui sont en plus manifestes, qui font même pas semblant. Alors on va rappeler quand même ce qu'est le MAC. Le MAC, c'est une organisation qui prétendait au départ, oublions jamais la genèse, hein, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. On n'est pas du tout dans l'indépendance, on n'est pas du tout dans ces questions-là au départ.
on est dans des questions culturelles, parce que Zama, ils voulaient, je dis Zama pour leur casser les pieds, ils voulaient plus de culture. Et ils avaient raison sur la culture, il fallait de la culture algérienne, de la culture berbère, kabyle, chaoui, je ne sais. Là-dessus, on ne peut pas dire aux populations algériennes qui ont des cultures diverses qu'il ne faut pas les valoriser. Ils avaient raison. Pas le MAC, je parle de ceux qui revendiquent la culture. Donc, tant que c'était un mouvement culturel, ça ne posait aucun problème. Puis après, l'Algérie a fait le travail. Elle a enfin institutionnalisé l'amazigh et le berbère comme langue nationale, les panneaux écrits en berbère, l'administration, les papiers. Donc, ça a commencé quand même à faire un effort qui était pas mal et louable, et qui était en plus recevable par l'État aussi, parce que je rappelle quand même que l'État est constitué aussi essentiellement de berbères. Et la question qui se pose, c'est qu'ils ont vu qu'ils étaient débordés par la droite, et là, ils se sont radicalisés violemment, pas un petit peu. Je rappelle quand même les termes du débat, parce qu'on a tendance à l'oublier. Beaucoup de gens font croire que Ferhat Meni est gentil. Non, il n'est pas gentil du tout. C'est ce même Ferhat qui a vu qu'il se faisait douler par la droite, parce que l'institution État a décidé enfin de rétablir un équilibre par rapport aux cultures algériennes, et c'était nécessaire, je le dis tout de suite. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et une fois que c'est fait, la question du MAC n'a plus de raison d'exister, puisque l'État a enfin valorisé la culture kabyle en l'occurrence. Il mettait beaucoup l'accent sur les kabyles d'ailleurs, pas tellement sur les berbères. Et immédiatement, ils se sont radicalisés en disant quoi? Ça ne nous suffit pas. Pourtant, c'était soi-disant leur combat. Nous, maintenant, on ne veut plus l'autonomie, on veut l'indépendance. Et là, ça devient le MIC, mouvement indépendantiste kabyle. Problème, c'est qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sondage, il n'y a rien les concernant. Et surtout, ils ont des accointances quand même sacrément sales. Rappelons ce qu'a dit M. Meni Ferhat, le musicien, le guitariste de l'avion de 93. Il a dit, il faut que les Algériens prennent les armes. Enfin, les Kabyles, il a dit, pas les Algériens, les Kabyles. Il a dit ça, alors qu'à l'époque, il ne disait pas ça du tout, ce qui est quand même très détestable. On sort d'une guerre civile violente il y a 25 ans, donc c'est insupportable. Il l'a dit, c'est un appel au terrorisme. Deuxième chose, il va y avoir des accointances avec BHL, le pire scélérat de France. Le criminel qui a fait détruire la Libye, la Syrie, j'en passe. C'est ce genre d'amis qu'il a, donc des criminels. Il déteste évidemment la cause palestinienne parce qu'il s'en fout, il considère que c'est les Arabes, donc c'est un raciste. Et il va faire une accointance avec un pays qui est en bisbis, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a fait cause commune avec l'État sioniste, le Maroc. Qu'il finance, c'est connu de tous, il n'y a pas de surprise, on le savait déjà avant. Alors de dire que l'Algérie détourne l'attention pour ça, je ne suis pas d'accord. Il y a un vrai problème avec ces gens-là qui veulent déstabiliser. Je m'excuse, Gamel. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Mais aussi un côté qui soulève des questions. Le fait de pointer du doigt la Kabylie, Tizi Ouzou, alors qu'on parle d'une élection législative qui concerne tout le territoire algérien, est-ce que ne pas montrer cette région aussi d'une façon un peu négative, mais aussi lui porter ce qu'elle ne peut pas porter, on va dire? Alors là, je vous rejoindrai sur un point. Le MAC, c'est lui le vicieux, ce n'est pas les autorités algériennes. Met l'accent sur une région qu'il croit lui être favorable. Ça rappelle des matchs de foot où le drapeau algérien était sorti fièrement. On sait qu'en Kabylie, effectivement, une très forte identité locale et normale, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on sait aussi que la Kabylie est totalement attachée à l'Algérie. Ce n'est pas discutable. Je rappelle quand même que la plupart des grands combattants algériens qui ont été politiquement engagés étaient issus de cette région, des régions montagneuses de Kabylie, de Gégé dans ma région, des Aurès. Donc ça, c'est des réalités politiques indiscutables. Ce n'est pas que ce soit les meilleurs, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que c'est des régions montagneuses qui autorisaient le combat en tant que fédéline pour se cacher, pour ne pas être attrapé. Les plaines, c'est plus compliqué, vous le savez très bien. Donc quand ils mettent l'accent sur ça, ce n'est pas l'Algérie le problème. C'est le MAC qui rêve d'une Kabylie frondeuse dont on dira l'épicentre, entre guillemets, Tizi Ouzou. Tizi Ouzou n'est plus dans ce délire-là, c'est passé tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, c'est pour ça qu'ils se radicalisent. Moi, je dirais simplement, c'est que en montrant ça, une cellule qui a été effectivement démantelée, et c'est très possible, alors, pourquoi ne pas l'imaginer? Parce qu'ils l'ont déjà fait en Libye, un peu partout, ce n'est pas une surprise. Eh bien, on se rend compte qu'ils espèrent de façon un peu délirante, essayer d'animer une sorte de sédition qui ne marche pas. D'ailleurs, s'ils ont été vite démantelés, c'est qu'il y a vraiment des gens à l'intérieur qui n'ont pas apprécié. Et on se rend compte aussi qu'il ne faut pas oublier une chose. Évidemment, dans un pays, vous voulez démanteler un pays, vous faites comment? En Irak, on a joué sur les Kurdes, d'accord? En Libye, on a joué sur la Tripoli contre la Cyrénaïque et le Faisan. On a joué aussi beaucoup sur la sédition. On l'a vu au Soudan, c'est pareil, Nord-Sud, ils ont joué les musulmans contre les chrétiens, puis maintenant Est-Ouest. C'est une façon vraiment vicieuse de diviser pour mieux régner. C'est un principe anglais qu'ils ont très bien appliqué. Et les ethnologues ont créé des choses bidons, ils ont créé des ethnies qui n'existaient pas avant leur arrivée, pour diviser nos populations. Donc moi, je suis vraiment farouchement opposé à ça. Je considère qu'il y a une Algérie une et indivisible avec sa diversité que je veux voir valorisée.
Ça, c'est catégorique. J'adore voir les différences d'une région à l'autre. Mais je n'accepte pas que des voyous, on peut le dire, qui sont instrumentalisés par les sionistes et par... Quand même, ils sont en France, comme par hasard. Les Marocains les soutiennent, l'Israël les soutient. Il y a sans doute d'autres officines qui les soutiennent. Non, j'accepte pas ça et je comprends que l'Algérie soit très vigilante parce que comme on a pacifié cette relation avec nos minorités algériennes et majorités algériennes en vérité, comme c'est pacifié aujourd'hui, eh bien, on passe par des chemins de traverse, on essaie d'être encore plus violent. Donc, il est évident aujourd'hui, et on ne peut pas dire le contraire, qu'il y a une volonté de ces gens-là, et il est évident aujourd'hui que l'Algérie doit être vigilante parce qu'il y a vraiment des ennemis aux frontières qui veulent nous faire des histoires, parce que l'Algérie s'est libérée par la force et que ça ne passera jamais en Occident. Mais aussi, peut-être vous allez revenir après, si vous voulez revenir, Gamal Abina, c'est que l'Algérie aussi, elle héberge un mouvement autonomiste, entre guillemets, on va dire, le mouvement du RIF, et il y a des représentants de ce mouvement donc, qui sont à Alger. Il faut je peux le dire répondre, aussi. si vous voulez, en 2 secondes. 2 secondes, je peux répondre là-dessus. Alors, quand on cherche la pagaille en Algérie pour diviser, ils auraient pu choisir aussi les Targués, ils auraient pu choisir aussi le Mzab, c'était facile, ils ont essayé à un moment donné de diviser arabes, soi-disant et berbères. Le RIF a existé, c'est ça le problème. Le RIF du grand Abdelkrim Khattabi a réellement créé une république au Maroc qui voulait libérer le Maghreb, il faut le rappeler. Donc à la limite, je dis pas, moi je suis pas trop favorable à ce genre de mouvement séparatiste parce que malheureusement ça divise le monde, mais à la limite, le RIF, il est fondé à dire qu'il y a eu un État de 1921 à 1926. Je rappelle qu'il y a un siècle maintenant, les Français, les Anglais, avec leurs avions, les Espagnols évidemment, et surtout le sultan du Maroc qui a trahi le RIF, qui a envoyé 30 000 soldats marocains pour assassiner ces malheureux rifins, eh bien, ces gens-là ont détruit la première république libérée d'Afrique qui était installée dans le RIF. Donc, je suis désolé, ils ont une légitimité, parce que d'abord, ils étaient colonisés par les Espagnols, pas par les Français. Ensuite, parce qu'ils ont libéré par la force leur territoire et qu'ils ont eu 200 000 morts gazés pour devenir à nouveau soumis à l'ordre colonial. Donc, les rifins ont toute légitimité à parler. Très bien, reste avec nous, Gamal Abina. Lias Jubaïdi, désolé, j'ai pris si vous voulez rebondir, Lias, par rapport à ce qui a été dit par notre ami Hamid Lello, mais aussi Gamal Abina, mais la question qu'on se pose, Lias Jubaïli, pourquoi donc un documentaire qui montre donc un complot contre l'Algérie, contre ces élections législatives tenues le 2 juillet passé, et pourquoi en Kabylie, pourquoi donc Tizi Ouzou, pourquoi en Kabylie, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, j'ai écouté l'intervention de Hamid, mais celle de Gamal Abina, je n'arrivais pas à l'écouter malheureusement. En tout cas, pour répondre à votre question, l'histoire nous a appris que les régimes autoritaires, pour ne pas dire les régimes dictatoriaux, j'essaye d'être beaucoup plus modéré dans ma façon d'analyser, ont toujours inventé de faux complots pour manipuler la population et conserver le pouvoir. Ça a été toujours comme ça. Ils ont 2 axes. Il y a les objectifs visés et les cibles favoris. C'est quoi les objectifs? C'est de créer un bouc émissaire. C'est qui le bouc émissaire? C'est la Kabylie. On essaie d'instrumentaliser cette région, on essaie de lui donner une image négative, on essaie de renvoyer une image négative tout simplement et de dire que le mal de l'Algérie, il vient de cette région. Pourquoi? Parce que pour une raison très simple, c'est parce que de cette région, il y a un mouvement indépendantiste ou pas, je ne suis pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, mais il faut savoir pourquoi il y a la création du MAC. Ne pas voir les conséquences, voir les causalités. Quelles sont les causes qui ont conduit à la création de ce mouvement? C'est ça la question. C'est la répression des libertés, c'est la non, je veux dire, sur les questions identitaires, sur les questions linguistiques, sur les questions des libertés. Je ne sais pas pour dire la Kabylie ou pas, parce que je suis un peu gêné, mais qu'on le veuille ou non, cette région, quand même, il faut lui reconnaître un point, elle a été toujours avant-gardiste dans la revendication démocratique. Et c'est ça, il faut reconnaître. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une question de réalité.
ne pas fuir cette réalité. Je ne dis pas que les autres régions non, mais c'est une région qui a toujours poussé je veux dire, à revendiquer tout ce qui touche les principes démocratiques. C'est le socle cardinal d'un État de droit. Et puis les cibles favorites, je disais, c'est toujours la Kabylie, c'est toujours une certaine élite intellectuelle, c'est toujours les journalistes, c'est toujours ceci. Mais le mal de l'Algérie, il est autre. Vous savez, nous n'avons pas cette souveraineté populaire. La souveraineté populaire, celle qui vient de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est universel, qu'il soit français ou pas. Est-ce qu'un citoyen algérien détient une part de souveraineté dans son pays? Non. C'est-à-dire que la souveraineté populaire, le droit qui revient au peuple de décider de son destin, de son devenir, il est complètement confisqué. Quant à la souveraineté nationale, ça c'est un autre débat. Maintenant, ces faux complots, cette façon de voir, à chaque fois on nous sort Rachad, le MAG. J'insiste, attention, que je pense que on est les quatre, et même 99% de la population algérienne, y compris 99,99% de la Kabylie, sont attachés à leur algérianité et à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ça, c'est important, il faut le dire, il faut le mentionner. Ça, c'est très important. Donc, maintenant que moi, j'essaie de comprendre quel est le lien de l'échec cuisant des élections législatives. C'est une gifle cinglante. C'est une gifle qui est donnée par l'Algérie tout entière. 20% qui ont répondu favorablement, 20%, vous vous rendez compte, c'est quoi 20%? Ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté, ça veut dire qu'il n'y a plus de légitimité, ça veut dire que les institutions sont touchées par une fragilité frappante. Et tout ça pour masquer cet échec cuisant, on essaie de trouver des faux complots, encore le Marzen. Et vous savez que tous les pays, toutes les nations du monde sont toujours assujetties à des pressions. Même la première puissance au monde, aux États-Unis, elle subit une pression terrible sur le plan économique de part de la Chine. Tout le monde, l'Allemagne aussi, la France, je veux dire la Grande-Bretagne. Mais pourquoi chaque fois les échecs cuisants politiques sont toujours supportés par les autres? On ne peut pas échapper à chaque fois de cette réalité. La réalité, c'est que nous, on ne peut pas à chaque fois trouver le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le Marzen. Oui, le Marzen, c'est vrai, le Marzen. C'est vrai, le Marzen. Il ne veut pas, avec son alliance avec l'État d'Israël, veut faire du mal à l'Algérie. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant, est-ce que les services secrets, on nous dit que Al-Quwa Dariba, nos services secrets... Et c'est ça la question, Lias Jubaili, c'est ça la question. Parce que vous avez touché un point qui est très important, c'est que souvent, on a entendu des responsables algériens, des responsables de l'armée parler que l'Algérie est stable, que l'Algérie est une force donc indéniable dans le bassin méditerranéen, est un grand pays donc, qui influence dans la géopolitique. Mais quand on voit ces documentaires, on parle donc de citoyens qui sont affiliés, on est en train de dire donc au mouvement MAC, et aussi de 4 citoyens marocains qui ont été arrêtés. Et là, la question se pose, ou s'impose donc Lias Jubaili, c'est que comment on parle de 4 personnes qui sont d'origine marocaine, qui sont en Algérie, en situation irrégulière, d'après donc les informations, et 2 personnes qui sont liées au MAC peuvent influencer toute une élection législative. Vous savez, cher Nasser, vous venez de donner la réponse à votre propre question. Quand on nous dit Al-Quwa Dariba, un grand pays comme le nôtre, qui est de dimension pays-continent, c'est discutable ce point, qui est pays-continent, qui a une force, qui a la première armée, qui a un budget de 23 milliards,
que les services secrets algériens, la DCSI, la DCSA, tous les organes de service, je veux dire, sont équipés et ils ont une allocation financière très, très importante. Comment voulez-vous 4 Marocains en situation irrégulière en Algérie et 2 soi-disant citoyens du MAC qui peuvent basculer, mettre en péril toute une nation qui a 60 ans d'existence et qui est capable de, je veux dire, de marcher sur pied. Est-ce que l'Algérie est unijambiste? Quand ils nous envoient ce genre de documents, ça veut dire que nos services deviennent défaillants. Ce n'est pas le fait de dire qu'il y a 4 Marocains ou 4, il y a 2 maquistes qui vont faire du mal à l'Algérie. Donc, ça veut dire que ça n'a aucun lien entre les élections législatives et quel est le lien entre 2 maquistes et 4 Marocains en situation régulière qui ont un pouvoir d'influence pour changer la donne en termes d'élections. Est-ce que la proportion de la décision va augmenter ou pas? Est-ce que de 20%, on va aller à 60%? La réalité est tout autre. Les élections législatives de 2021, si vous vous rappelez, on était au score de 23%. Maintenant, en 1970, on est à 20%. C'est que le score de 20% est un marqueur, est un indicateur de l'échec du pouvoir algérien. Et je reste mesuré. C'est un indicateur de l'échec cuisant. Toutes les politiques qui ont été menées depuis 2021 jusqu'à maintenant, c'est des politiques qui sont vouées à l'échec. Et maintenant, pour masquer, pour faire un plâtrage ou pour replâtrer ou essayer de manipuler l'opinion publique, de dire que ce n'est pas la faute du public, c'est la faute de 5 personnes, ça c'est grave. Elle est où la souveraineté nationale? Je ne vous parle pas de la souveraineté populaire. Elle est où la souveraineté nationale de notre pays quand 5 personnes qui ont été choisies au hasard, qui vont mettre en péril je veux dire, l'existence même de notre pays. C'est ça, il faut se poser la question. Donc, c'est échec après échec. Et tant que, vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être, je vais rebondir ce qu'a dit tout à l'heure Hamid. Moi, je vais dire le complot des blouses blanches. C'était au temps de Staline qui a inventé un complot des médecins juifs censés assassiner les dirigeants soviétiques. Vous le savez, toujours on essaye de trouver une minorité et de dire le mal de notre pays, c'est celle-ci. Et tout le monde sait l'incendie de Reichstag, je veux dire en Allemagne en 1933, les nazis qui ont accusé, soi-disant, les communistes de suspendre les libertés. C'est toujours comme ça. Au fait, c'est pas analogie, c'est une chronologie, c'est une copie. Toujours ce genre de régime, il est en train de reproduire la même image. Alors que la réalité est tout autre. Donc, c'est quoi la solution de notre pays? Il faut réformer rapidement. Il faut ouvrir le champ démocratique. Il faut mettre fin à la répression. Très bien, on va revenir bien sûr sur ces questions. Liache Jubaili, si vous voulez bien sûr rebondir, Hamid, je reviens à vous avant d'entamer le deuxième thème de notre émission. Si vous voulez rajouter quelque chose, Hamid? Oui, vite fait. Oui. J'aimerais rappeler que l'échec du vote, ce n'est pas au niveau de la Kabylie, c'est l'échec national. Quand ils vous disent 20%, ça c'est le chiffre officiel, c'est-à-dire qu'il faut le diviser au moins par 2. La Kabylie sort du lot comme d'habitude, parce que traditionnellement, et ça revient à l'histoire, et justement parce que M. Abina nous a rappelé quelques faits historiques, mais il a limité ça dans le temps. Moi, je dirais autre chose. Les revendications kabyles, c'est comme les revendications nationales de tous les Algériens. Les Algériens qui vivent en Kabylie ou qui vivent ailleurs ont des revendications nationales et nationalistes. Elles sont économiques, elles sont d'ordre économique, politique, social. Identité, ce n'était pas vraiment le plus important. Souvenez-vous, 1963, la rébellion, on l'a appelée Kabyle parce qu'elle s'était temporisée et surtout localisée en Kabylie, c'était Aït Ahmed. Aït Ahmed, un des plus grands nationalistes. Ses revendications n'ont jamais été régionalistes. C'était pour l'Algérie.
1980, les événements de 1980, c'était des revendications nationales. Ce n'était pas sur ni l'autonomie, ni la division, ni rien du tout. Les événements de 2001, c'est la même chose. C'est juste que les Kabyles ont toujours eu cette réputation de véhiculer ces revendications nationales et nationalistes, et peut-être ils étaient toujours capables de braver. Maintenant, quelle est la raison? À mon avis, ça n'a rien à voir avec les élections, parce que il y a quelque chose qui se trame peut-être, et ils sont en train d'anticiper sur un éventuel mouvement national, et ils veulent faire rétrécir le champ de revendication pour le taguer et dire « Ah, c'est le MAC » ou bien c'est Rached. Le mouvement nationaliste contemporain d'aujourd'hui à partir du Hirak n'a rien à voir ni avec le MAC ni avec le Rached. Mais c'est plus facile pour eux de noyauter ces revendications dans un cadre particulier, c'est-à-dire régionaliste ou bien islamo, je ne sais pas quoi, et pour dire oh, attention, attention, s'il y a des gens qui sortent, parce que peut-être c'est quelque chose qui se trame. Ils vont tout de suite dire ce sont les ennemis parce que ce sont des organisations terroristes et s'ils sortent et revendiquent, soit ils sont maquistes, soit ils sont rachidistes. Et là, il faut prêter une attention assez particulière. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. Je promets aussi à notre ami Gamal Abina, mais aussi Liège Dubalier, de leur donner un peu plus de temps, puisque j'ai donné un peu plus de temps à Hamid Lello. On va essayer d'entamer la deuxième question de notre émission, la question de la harga, ce phénomène qui touche toutes les couches de la société, pas que les jeunes. On regarde ces images et on revient à vous juste après. Le ministère de l'Intérieur durcit le ton contre l'immigration clandestine. Face à ce fléau, des consignes fermes ont été données par Saïd Saïoud pour verrouiller les côtes et faire barrage au réseau de passeurs. Tolérance zéro pour l'immigration clandestine à partir de nos côtes. Le mot d'ordre du ministre de l'Intérieur et des Transports lors d'une réunion de coordination qu'il a présidée ce dimanche. Face à la menace des réseaux de passeurs, Saïd Saïoud exige une vigilance accrue et une coordination renforcée entre tous les services concernés pour mettre un terme au trafic de migrants le long du littoral. Voilà, donc cette réunion, mais on va essayer aussi de revenir un peu sur les anciennes déclarations qui ont été faites par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, concernant ce phénomène de la harga. On l'écoute. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. عمي تبون هاك بقالها يا ربي 3 شهور وتموت ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. يرجع مقتنع. Donc a déclaré le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Bien sûr, ce phénomène touche toutes les couches de la société, les tranches de la société. Il y a des familles avec des bébés, il y a des jeunes, il y a des diplômés, il y a des sportifs de haut niveau. Et bien sûr, beaucoup de questions sont soulevées. Quelques titres de la presse algérienne concernant donc cette semaine, concernant ce fléau. Saïd préside une réunion, donc le ministre de l'Intérieur préside une réunion de coordination sur la lutte contre la migration irrégulière. TSA, immigration clandestine, l'Algérie muscle la lutte contre les réseaux de passeurs. Le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Saïoud, a fixé donc cette semaine des objectifs clairs pour muscler la lutte contre l'immigration clandestine en ciblant notamment les réseaux de passeurs. Le matin d'Algérie, migration irrégulière, pourquoi Alger renforce la pression sur les réseaux de passeurs. Hamid Lello, très rapidement par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, la question que tous les Algériens se posent, c'est que
pourquoi, on va revenir 70 ans après, bien sûr, le congrès de la Soumam, pourquoi les Algériens quittent leur pays. Pas seulement la jeunesse, mais on parle aussi des personnes d'un certain âge, des familles avec des bébés, des jeunes enfants, puisqu'on a parlé aussi des jeunes de 14 ans, 15 ans dans une émission. Et là se pose la question, pourquoi donc les Algériens quittent leur pays? Pourquoi les Algériens prennent donc le risque de perdre leur vie et de chercher donc d'autres perspectives ailleurs, en Espagne, en Europe ou ailleurs? On dirait à la recherche d'un bonheur ailleurs qui n'existe pas. Proposition ridicule et non faisable. Vraiment, cet énergumène, vous lui donnez un peu trop d'importance. Vous ne devrez pas la télévision nationale fait assez. Je vais prendre ce sujet aussi de l'autre côté. Pourquoi les Algériens et les Nord-Africains, mais les Algériens en particulier, font des actions suicidaires pour traverser, aller au-delà, pour l'Eldorado qui sera réalisable pour une infime partie. Parce que la majorité, soit ils meurent en mer, malheureusement, Allah yarhamhum, mais même ceux qui arrivent de l'autre bord de la Méditerranée, ils souffrent énormément et ils deviennent la cible de groupes mafieux, de trafiquants, de trafic d'humains, esclavage. On sait ce qui se passe, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. Mais aussi, moi de mon côté, j'essaye d'être objectif dans mon raisonnement. Comme vous le savez, c'est Nasser, je suis en train de travailler sur un... Absolument, c'est ce que j'allais dire, Hamid Lellou, c'est que vous êtes en train de travailler sur ce thème de la harga. Une partie de toute la littérature que je suis en train de lire depuis quelques semaines, et je suis à mon 45e article. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont négatives de l'autre côté de la rive. Par exemple, les lois anti-immigration du côté de la communauté européenne, elles sont discriminatoires et elles ont des effets non désirés. Par exemple, quand ils refusent d'octroyer des visas à tout le monde, imaginez les ingénieurs, les docteurs, ceux qui sont entrepreneurs, qui ont un business en Algérie et qui réussissent, et même ceux-là, tout le monde est mis dans le même sac, et ça crée des situations où l'Algérien maintenant, même celui qui arrive à vivre à peu près correctement en Algérie, ben, il se dit à quoi ça sert? Je ne peux pas vivre ici, j'étouffe, je ne peux pas profiter de mon argent, je ne peux pas profiter de ce que j'ai, je ne peux pas voyager où je veux. Et là aussi, il faut aussi voir le problème du côté européen. Mais le côté européen aussi reproche la non-coopération du côté algérien. Et là, je vais relier le problème de Harraga avec la situation économique et sécuritaire dans le pays dans un futur proche. Je pense qu'ils sont en train de serrer les vis et les boulons en Algérie parce que le régime algérien se retrouve forcé de tenir en compte les propositions et les demandes européennes pour que le régime algérien stoppe ou arrête l'immigration clandestine. Et en faisant ce, eh ben, ils vont se retrouver avec une population qui est complètement marginalisée, qui ne veut pas rester, qui n'a pas le choix. Et là, ça va bouillonner dans la société. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'anticiper sur éventuellement des mouvements sociaux revendicatifs et de taguer et de coller le nom MAC et Rached, c'est-à-dire que éventuellement, je pense, il y a des gens dans le système qui sont en train de sonder l'opinion de manière informelle, et plus vous serrez la vis d'un côté, et ben ça va exploser de l'autre. Et certainement, moi, la corrélation, comme disait mon ami Ilyas, la corrélation ici, c'est que vous fermez les vis d'un côté
et de l'autre côté, vous risquez une explosion sociale et politique. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. On est arrivé à la fin de cette première partie, bien sûr, et on continuera dans la deuxième partie très très rapidement dans juste une petite pause et revenir bien sûr pour en débattre. Question du thème de la Harga, ce fléau, avec nos invités, donc Gamal Abinal, Yash Baili, mais aussi Hamid Lellou. Et sans oublier aussi donc, le thème du 20 août, donc le double anniversaire, 20 août 1955, 20 août 1956. Restez avec nous, on va revenir juste dans un petit moment.